Les années passent et on va retrouver nos deux ados et les deux fils narratifs avec le président de la République, Lucinder, vont se tisser. Michael est devenu médecin en anesthésie et réanimation. Raoul est devenu chercheur en biologie au CNRS avec titre de professeur. Alors, on le surnomme l'éveilleur des marmottes congelées, car en fait il trempe les marmottes dans des bains à 0 degré pour les mettre en état d'hibernation, pour ne pas dire en état de coma artificiel. Alors quant à Lucinder, le président de la République, victime d'un attentat, a lui réussi à mettre en place un drôle de projet. Michael nous explique. Bien sûr que j'en avais entendu parler. Nul dans le pays n'aurait pu y échapper. La presse, la télévision, la radio en avaient fait leurs gros titres. Notre chef d'État avait été abattu à bout portant à l'occasion d'un bain de foule à Versailles. Les meilleurs spécialistes l'avaient tiré d'affaire in extremis. En quoi cet incident était-il lié à l'agitation de mon ami Raoul ? Raoul, dès le lendemain, le président Lucinder a chargé son ministre de la Recherche de... Il s'arrêta net et m'empoigna. « Suis-moi !» Je ne pus tirer davantage de lui. Le vent emportait mes questions comme des réponses. Quoi qu'il en fût, nous sortions de Paris. Je frémis quand il ralentit enfin devant une sinistre pancarte. Pénitencier de Fleury-Mérogis. Les détenus me paraissaient très fâchés de notre présence. Accrochés au barreau des premiers étages, ils rugissaient « Ordure ! Salaud ! On aura votre peau !» Visiblement, les gardiens ne mettaient aucun zèle à les faire taire. Une voix se détacha. « Nous savons ce que vous fabriquez dans le D2. Des gens comme vous ne méritent pas de vivre. » Je commençais à être inquiet. Qu'avait donc fait mon ami Raoul, lui qui poursuivait sa route avec insouciance pour mettre ses hommes en pareil état de rage ? Je savais comme ses passions pouvaient l'entraîner loin, très loin au-delà de toute raison même. Bâtiment des deux, je suivis le réprouvé, moins par désir d'en apprendre davantage que pour ne pas demeurer seul entre des prisonniers furieux et des gardiens tout aussi hostiles. Encore des couloirs, des portes blindées et des déverrouillages, des escaliers, d'autres escaliers, l'impression d'une descente aux enfers. D'en bas provenaient des rires gras mêlés à de longues plaintes. Est-ce qu'on enfermait des fous par ici ? Plus bas, plus sombre, toujours plus sombre. Alors, explication de Raoul. Le président Lucinder a vécu une EMI. Alors, chers auditeurs, une EMI, c'est une expérience imminente de la mort. Vous savez, c'est un petit peu les gens qui reviennent de la mort et qui ont vu un tunnel avec une lumière au bout. Et des gens qui les attendent. Exactement. Donc, à l'occasion... Il a vécu une EMI à l'occasion de son récent attentat à Versailles. Il a donc chargé Benoît Mercassier, son ministre de la Recherche, de lancer un programme d'études sur les au-delà du coma. Il se trouve que ce dernier avait lu mes articles sur les mises en hibernation artificielle poussées des marmottes dans des revues internationales. Il m'a contacté et demandé si je pourrais reproduire pareille expérience sur des humains. J'ai sauté sur l'occasion. Mes marmottes étaient peut-être parties dans un autre monde, mais elles étaient incapables de me raconter ce qu'elles y avaient vu. Des hommes, eux, le sauraient. Oui, mon cher, j'ai le feu vert du gouvernement pour des recherches sur les EMI à l'aide de volontaires, par ailleurs prisonniers de droit commun. Ces messieurs sont nos pilotes de l'au-delà. Alors, fiche de police, message aux services concernés. Raoul Razorbach, aidé d'une équipe de scientifiques, se livre actuellement à des expériences sur la mort. Plus d'une centaine de personnes en ont été déjà victimes. Faut-il réagir au plus vite ? Réponse des services concernés : non, pas encore. Alors ça, c'est la première partie du livre. Et c'est là où j'ai failli arrêter tellement ça devient glauque. Je me suis dit, il reste 400 pages comme ça. Et puis en fait, le glauque devient tellement gros que j'ai commencé à sourire. Petit à petit, le glauque devient tellement gros qu'il devient même burlesque. C'est alors que je suspecte l'œuvre partant dans l'absurde à la façon des Monty Python aussi. J'ai continué ma lecture. C'est à ce moment-là, en fait, que Werber commence à insérer non plus des articles informatifs réels, mais des articles fictionnels. Lus dans la presse. Scandale. Le président Lucinder sacrifie des prisonniers de droit commun pour de prétendues expériences scientifiques.
Il nous a fallu de longues investigations pour nous convaincre que le président Lucinder n'était autre que l'un des plus grands criminels de notre temps. Plus pervers qu'un Landru ou qu'un Petiot, le président Lucinder, notre chef d'État, l'élu d'une majorité des Français, a assassiné de sang-froid des hommes qu'il ne connaissait même pas. Ses victimes, des détenus de droit commun qui ne demandaient qu'à purger leur peine en toute sérénité. Son prétexte, ou plutôt son mobile, comme on voudra, l'étude de la mort. Car en effet, notre président de la République chérit un hobby particulier. Non pas le golf, la cuisine au beurre ou la numismatique, mais la mort. Assisté de quelques complices liés à sa cause, le ministre de la Recherche Mercassier, le professeur Raoul Razorback, biologiste fou, le docteur Michael Pinson, médecin anesthésiste véreux, Amandine Ballus, infirmière arriviste, le président tué à tour de bras. On estime à 123 le nombre de prisonniers déjà passés à trépas grâce aux bons soins de ce commando de la mort programmée. Et ce, rien que pour satisfaire la morbide curiosité d'un chef d'État despote. Et il va en falloir des morts, des thanatonautes, pour juste comprendre que pour voir revenir un détenu du paradis, il faut leur promettre des choses beaucoup plus intéressantes. Grâce présidentielle, célébrité, femmes, argent, bref, autre chose que ce paradis blanc. Y a tant de vagues et de fumée qu'on n'arrive plus à distinguer le blanc du noir et l'énergie du désespoir. Le téléphone pourra sonner, il n'y aura plus d'abonnés et plus d'idées que le silence pour respirer, recommencer là où le monde a commencé. Je m'en irai dormir dans le paradis blanc. L'aventure commence. Le polar fantastique, c'est fini. Nous décollons maintenant dans la science-fiction monty-pythonienne d'aventure pour découvrir le paradis. Alors, premier essai avec les promesses aux détenus, de célébrités et autres, c'est réussi. Et ça se passe même en direct sur RTV1. Pour mieux, en fait, disculper nos chercheurs et le président Lucinder. Alors, gros zoom caméra sur le ressuscité, commentateur agité d'un grand show télévisuel, pari réussi. On apprend, par ce premier thanatonaute, revenu du paradis, que le paradis ressemblerait à une grande spirale avec plusieurs zones colorées. Je cite. « Où vous êtes-vous arrêté exactement ?» interrogea Lucinder. Sur le papier, Félix désigna du doigt un endroit situé sur le bord évasé de l'entonnoir blanc-bleu. « Ici !» Tant de précision nous stupéfia. « Je pouvais pas aller plus loin, expliqua Félix. 1 centimètre de plus et mon cordon argenté se coupait lui aussi et c'était ciao la compagnie. » « Mais vous disiez que le cordon était élastique à l'infini, remarqua le président. « C'est dans la tête que ça se passe. Plus on est aimanté par la lumière, plus le cordon qui nous retient à notre corps devient sec et cassant, plus il se fragilise. Bordel, encore 1 centimètre et j'avais plus du tout envie de revoir ce monde-ci. Ce point-là, c'était ma dernière limite. » Il reposa le doigt au même endroit, au feutre noir. Raoul Razorback y traça une longue ligne en pointillé, mur chromatique, écrivit-il en dessous. « Et ça signifie quoi, fis-je » Michael. « Je pense que c'est comme le mur du son en son temps. C'est une limite qu'on ne peut pour l'instant franchir sans danger. Maintenant que nous avons ce début de carte, nous avons aussi un objectif, dépasser cette ligne. » Alors Raoul inscrivit derrière le trait marquant le mur chromatique en lettres épaisses « Terra incognita », terre inconnue. Nous considérâmes le papier avec respect. Ainsi entamait-on l'exploration d'un nouveau continent.
Un premier contact, d'abord la plage, et puis ensuite, au fur et à mesure que les pionniers s'avançaient dans les terres, des montagnes, des prairies, des lacs prenaient place sur la carte, et la terra incognita reculait toujours plus loin vers les bords du papier. Ainsi en était-il allé en Afrique, en Amérique, en Australie. Peu à peu, des hommes en avaient effacé les deux mots labels d'ignorance, terra incognita. Les témoins de l'expérience télévisuelle du Palais des Congrès avaient cru assister à l'aboutissement d'un projet politico-scientifique. Nous quatre, Lucinder, Amandine, Raoul et moi, nous savions bien que, au contraire, ce n'était pas une fin, mais un début. Il fallait explorer ce tunnel mauve qui devenait turquoise, il fallait compléter la carte et faire reculer les deux mots terra incognita. Raoul joignit ses mains. Tout droit, toujours tout droit vers l'inconnu, marmonna-t-il sans réprimer un sourire de conquistador glorieux. C'était un nouveau slogan pour nous motiver. Nous nous regardâmes tous avec une même lueur dans le regard. L'aventure ne faisait que commencer, en avant vers l'inconnu. Alors toutes les pages du livre qui vont suivre, c'est presque la majeure partie du livre, seront l'épopée de la découverte des différentes zones du paradis, un peu comme dans une série télévisée style Stargate SG1 sur M6. Le paradis va même pouvoir se situer de façon réelle dans l'espace, un trou noir nommé Sagittarius A. Et bon, de telles découvertes ne peuvent pas avoir de simples répercussions pour l'être humain. On peut bien s'en douter. D'abord, les religions. Alors, tandis que des ectoplasmes se tendaient des embuscades et s'entretuaient au nom de leur foi au paradis, je relisais les notes où Raoul avait minutieusement répertorié toutes les mythologies et théologies du monde et constaté qu'en fait nombreux étaient les points communs entre elles. Mais j'ignorais que la théologie compta tant de nuances. Je découvrais qu'il existait tant de dissensions entre les religions humaines qu'il était inutile d'espérer que les croyants de toute confession se retrouveraient un jour là-haut par le seul désir d'œcuménisme. Et puis, après les guerres de religion, s'entament des guerres de territoire, se passant au paradis même. Quoi qu'il en soit, rabbins libéraux plus moines de Shaolin contre Mufti Achishing plus moines Yasukuni, les hostilités ralentirent sérieusement l'exploration du continent ultime. Il y eut des batailles terribles, comme celle du 15 mai, où 200 soldats de l'Alliance affrontèrent 600 adeptes de la coalition. Nos hommes profitèrent de la surprise pour couper le plus possible de cordons ombilicaux. 300 coalisés à Chichine en tête foncèrent ce jour-là vers la lumière. Côté allié, on se résigna à déplorer une petite centaine de ce qu'il fallait bien appeler des morts. À la page 348 du livre, c'est l'édition livre de poche, le président de la République est même obligé de prononcer une allocution sur la nécessité de pacifier le paradis en créant chartes, lois, amendements et le secrétaire général de l'ONU de proposer de maintenir la paix en envoyant même les casques bleus au paradis.